vocabulaire pour désigner les entreprises. Alors on a plein de choses différentes. Le terme le plus utilisé aujourd'hui, puisque les sciences de gestion et le management est très largement dominé par la pensée anglo-saxonne et notamment américaine, eh bien, le terme que vous rencontrerez le plus souvent dans les articles qu'on vous fournira, c'est le terme de firme. Donc la firme, eh bien, c'est l'équivalent de l'entreprise en quelque sorte, mais ça suppose, le terme de firme suppose déjà une taille importante de l'entreprise. C'est-à-dire que la firme ne peut pas désigner ce que nous, on appelle une PME, par exemple. Le terme, en France, on parle souvent, d'ailleurs à tort, puisque c'est un équivalent très partiel, de société pour désigner les entreprises. Alors, les sociétés sont une partie importante des entreprises. En fait, en France, à peu près 50% des entreprises sont des sociétés. Donc, ce qui veut dire que quand on utilise le terme de société, on passe à côté de 50% des autres, qui sont les entreprises individuelles. Donc, le terme de société, quand vous aurez à faire des cas sur des entreprises structurées qui ont déjà une certaine histoire et une certaine taille, évidemment, vous pouvez parler de société. Mais quand vous parlez des entreprises en général, c'est un peu malvenu parce que vous mettez à l'écart, finalement, 50% des entreprises qui comptent de 0 à 250 salariés. Alors, les Américains utilisent le terme de compagnie aussi, qui est un peu l'équivalent de société en français. Par exemple, IBM est une compagnie, et donc vous pouvez, à certains moments, utiliser ce terme-là aussi. Un terme plus général pour désigner les entreprises, ou deux termes plus généraux, ce sont les termes d'institution et d'organisation. Alors c'est intéressant parce que ces deux termes mettent l'accent sur une réalité bien particulière des entreprises, mais cette réalité est partagée aussi par d'autres entités. Ainsi, une institution, généralement, quand on parle d'institution, on fait surtout référence au pouvoir politique. Donc, ce qui nous vient d'emblée à l'esprit avec le terme d'institution, ce sont les institutions politiques. En fait, une institution, c'est quelque chose qui est permanent et qui est fondamental dans la structure et dans l'organisation d'une société au sens communauté humaine. Donc, considérer l'entreprise comme une institution, c'est considérer que dans une économie de marché et dans le système capitaliste, l'entreprise est un lieu clé, précisément le lieu où va se créer la valeur ajoutée. Donc de parler d'institution, voilà, c'est une permanence du système capitaliste et c'est une permanence de l'économie de marché. Tout de suite à côté de cette entreprise institution, il y a une autre institution qui est concomitante, c'est-à-dire sans laquelle les entreprises ne peuvent se développer, c'est le marché. Donc, si vous voulez, notre système économique, il est caractérisé par la présence essentielle de deux institutions complémentaires, l'entreprise et le marché. Le terme d'organisation, c'est pareil, c'est un terme extrêmement large et il y a beaucoup de choses qui sont organisation, il y a beaucoup d'entités qui sont organisation. Donc, l'entreprise est une organisation parmi d'autres, mais simplement une parmi d'autres. Alors, le terme organisation signifie que l'entreprise est structurée. Ce n'est pas un ensemble anarchique de ressources qui va produire de la valeur ajoutée. Ça met juste l'accent sur le fait qu'il va falloir qu'il y ait un ordre entre les ressources pour qu'effectivement il y ait production de richesse. Donc, institution et organisation, c'est probablement les termes les plus larges pour pouvoir désigner les entreprises. Après, on a des termes plus particuliers qui font référence à la concentration des entreprises, c'est-à-dire cette tendance dans notre système à ce qu'une part croissante de la valeur ajoutée soit produite par un nombre de plus en plus réduit d'entreprises. Ça s'appelle la concentration. Donc chaque entreprise, finalement, voit au cours de son histoire, ou dans l'histoire, la part de son chiffre d'affaires augmenter, son effectif augmenter, et on est dans un développement, on en rediscutera un petit peu plus loin, quasi naturel des entreprises. Alors, quels sont les termes qui font référence à la concentration ? Bien, le terme le plus fréquent que vous rencontrerez, c'est le terme de groupe. Le groupe désigne un ensemble d'entreprises qui sont liées capitalistiquement entre elles, puisqu'un groupe est dominé par une tête de groupe. Cette tête de groupe peut être une société financière qu'on appelle société holding, et dont la caractéristique est de détenir des participations, des parts de capital majoritaires,
de ses filiales et l'ensemble constituant le groupe. Alors pourquoi cette notion de groupe? Eh bien parce qu'on va s'apercevoir qu'effectivement, dans les pays occidentaux, beaucoup d'entreprises perdent leur indépendance, alors perdent ou quittent leur indépendance, parce que ça peut être un acte volontaire de la part des dirigeants, et donc s'associent avec d'autres entreprises pour constituer des groupes. Alors on verra aussi que le groupe est une alternative à la très grande entreprise, puisqu'il permet l'avantage de la très grande entreprise, la surface financière par exemple, le potentiel de communication, le potentiel d'investissement, mais en même temps, il va permettre quelque chose d'aussi essentiel dans le monde économique contemporain, à savoir une grande souplesse de réaction, puisque à l'intérieur du groupe, il y a des sociétés, des entités qui ont une relative indépendance et une relative autonomie. Donc c'est une forme moderne, c'est une alternative, si vous voulez, à la très grande entreprise industrielle type fin du 19e, première moitié du 20e siècle. Le groupe, l'oligopole, alors l'oligopole, là on est encore sur des termes encore plus précis, qui viennent de l'économie industrielle, qui désigne une entreprise, ou plus exactement un ensemble d'entreprises, très limité, quelques entreprises qui vont se partager l'essentiel d'un marché. Donc l'oligopole est une forme de concentration, j'allais dire, dominante sur l'essentiel des marchés, et il y a beaucoup d'entreprises qui font partie d'un oligopole. Il existe un oligopole automobile, puisque, en gros, moins d'une vingtaine de constructeurs au niveau mondial se partagent pour aujourd'hui à peu près 80% du marché automobile, voire 90% du marché automobile. Le monopole, beaucoup plus rare, évidemment, sauf quand il est public, et il y en a de moins en moins, ou quand il est local. Le pompiste qui est seul dans sa zone de chalandise est quelque part en situation de monopole. Donc le monopole qui désigne une situation presque anecdotique dans le monde des affaires d'aujourd'hui, mais que l'on peut rencontrer, où il s'agit de constater la présence d'un seul offreur sur un marché. Donc ce sont aussi des termes que l'on peut utiliser. Notamment lorsqu'il s'agit d'entreprises innovantes, puisque l'innovation donne aux entreprises une position de monopole transitoire, ce qui veut dire que l'innovation protégée par un brevet ne peut être contrefaite, copiée et imitée. Donc, une entreprise qui génère une innovation de grande importance se trouve en situation de monopole. Donc là, ça a un sens extrêmement intéressant à ce niveau-là. Ensuite, vous avez des termes qui sont adaptés à la culture de chaque pays, ce qui veut dire qu'il n'existerait pas finalement un modèle d'entreprise global, et qu'on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui que les firmes du monde entier se ressemblent. Elles ont des caractéristiques qui sont empreintes des cultures économiques, sociales, locales. Alors, par exemple, on va désigner par des termes très différents les entreprises diversifiées. Alors on va parler de conglomérats, par exemple. Donc un conglomérat, c'est quoi ? C'est un groupe d'entreprises dont chaque filiale va être spécialisée dans un métier ou une activité qui n'a pas de rapport avec le métier ou les activités des autres filiales. Ce qui justifie d'ailleurs l'organisation en groupe, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le groupe permettait une certaine autonomie des entreprises, tout en appartenant, d'un point de vue capitalistique, à un même propriétaire. Donc des conglomérats, les Allemands vont parler de Konzern, de combinats en Union soviétique et en Corée du Sud, de Kebols. Alors les Kebols sud-coréens sont intéressants parce qu'ils ont été constitués avec l'aide de l'État. Le capitalisme asiatique est souvent un capitalisme qui est assez peu libéral dans un premier temps, puisque on s'aperçoit que ce soit en Corée du Sud ou bien évidemment aujourd'hui en Chine, mais aussi plus anciennement au Japon, que l'État est toujours intervenu dans la constitution des entreprises et dans leur développement. Et donc un Kebol sud-coréen, c'est par exemple Samsung, qui à un moment donné, donc avec les incitations et les financements de l'État, fabriquait finalement l'essentiel des produits connus de la Corée du Sud, à savoir des produits électroniques, des automobiles, et puis de gros produits électriques, style des ascenseurs, ce genre de choses, des turbines. Et donc finalement, ce Kebol, c'est
la grande entreprise encouragée par l'État pour progresser dans des domaines où le pays n'est pas encore concurrentiel. Hein, donc ça, c'est une particularité du capitalisme sud-coréen. Les Anglais, eux, vont parler de trust, hein, mais alors ils parlent de trust d'une manière beaucoup plus défensive. Autrement dit, un trust aux États-Unis, c'est négatif, c'est une expression négative, puisque ça désigne finalement une fédération d'entreprises qui n'ont pas de lien capitalistique, pas nécessairement, mais qui vont défendre ensemble les mêmes intérêts. Hein, donc c'est dans l'optique du lobbying et donc de la recherche d'influence des entreprises sur la décision politique. Donc là aussi, très, très connoté démocratie et spécificité américaine. Donc le trust. Et puis, au Japon, dernier terme qu'on peut trouver aussi, les zaibatsu. Et là, les zaibatsu, c'est aussi une particularité japonaise. On rencontre ce modèle d'entreprise nulle part ailleurs dans le monde. Alors, c'est en fait une structure tricéphale, un zaibatsu. Il y a effectivement dans un groupe, il y a des activités financières, style banque, société de courtage, etc. Donc, ce sont des structures qui sont là pour lever des fonds. Ensuite, on a des structures industrielles, bien sûr, parce qu'il y a des métiers derrière. Donc, ces structures industrielles sont là pour exercer les métiers que les zaibatsu ont choisis. Et puis, il y a une structure commerciale qui est dédiée, alors, en amont, à l'étude des marchés et au fait de dégager les spécificités de chaque marché national. Et en aval, c'est une structure commerciale qui va négocier avec des distributeurs locaux. Alors c'est très intéressant cette structure quand les entreprises japonaises s'implantent à l'étranger. Généralement, ils commencent par la structure financière, c'est-à-dire qu'ils internationalisent une structure financière pour voir dans quelle mesure ils vont pouvoir lever des fonds sur, par exemple, le marché européen, ou en France plus précisément. Ensuite, on fait venir une partie de la structure commerciale qui va étudier en profondeur le marché pour voir quel type de produit, quel type de clientèle, etc. Donc un marketing avancé. Et puis, dans un dernier temps, on va faire venir des structures industrielles, ou bien on va choisir de toujours continuer à fabriquer au Japon, et on va choisir une logique d'exportation pour nourrir les marchés visés. Hein, donc, vous voyez, cette structure tricéphale, elle est totalement dédiée à la performance, à l'implantation internationale. Autre particularité, donc, de modèle d'entreprise japonais. Il faut mentionner les derniers termes qui font référence au degré d'internationalisation de l'entreprise, hein, puisqu'on est dans un monde, effectivement, où les marchés peuvent être abordés de plus en plus facilement, donc les entreprises s'internationalisent. Dès qu'on est présent dans plusieurs pays à l'étranger, eh bien, on mérite le nom de firme multinationale ou de firme transnationale, hein, dès qu'un groupe a plusieurs filiales à l'étranger. Et dans les cas les plus avancés, ça concerne une poignée d'entreprises. On parle de world company, hein, d'entreprises globales, c'est-à-dire des entreprises qui d'emblée considèrent la planète comme leur jardin, c'est-à-dire qu'elles vont croiser deux dimensions. Une dimension productive, elles produisent dans le monde entier, en fonction des avantages comparatifs des différents pays, et en répartissant par exemple la R&D là où les nations ont un avantage en termes de R&D, en allant fabriquer des composants ou des morceaux de produits nécessitant beaucoup de main-d'œuvre dans les pays à bas coût de salaire, à bas coût du travail, pardon, et ainsi de suite. Donc elles répartissent leur chaîne de valeur à l'international, et ensuite elles assemblent à proximité des grands marchés et elles vendent dans le monde entier. Donc ces firmes globales qui sont en capacité de produire une marchandise universelle, c'est-à-dire la même marchandise partout dans le monde, je dirais peut-être c'est encore une fiction, ou peut-être on s'en rapproche. En tous les cas, ce n'est pas la réalité aujourd'hui d'un grand nombre d'entreprises. Donc on trouve ça dans les métiers d'électronique et on trouve ça à l'autre bout de la chaîne dans les biens de consommation et dans les biens de consommation à très grande notoriété ou dans le luxe, par exemple. Hein, et on peut considérer à bien des égards que la firme d'Atlanta, Coca-Cola, est une firme globale.
firme réseau ou entreprise réseau, là on est sur des modèles d'organisation qui sont les modèles du XXIe siècle en fait. Hein, alors là, le réseau, si vous voulez, c'est l'alternative au groupe. Un groupe nécessite des liens capitalistiques entre la tête de groupe et les filiales, comme on disait. Hein. Participation minimale de 50% du capital. Autrement, on ne mérite pas le nom de filiale. La firme réseau, ça a vocation à avoir à peu près les mêmes avantages que le groupe, c'est-à-dire fédérer des entités complémentaires, sauf qu'il n'y a pas de lien de capitalistique. Donc c'est beaucoup plus souple. On peut rajouter des membres au réseau, mais aussi on peut mettre en concurrence les entreprises du réseau avec des entreprises qui n'en font pas partie. Hein, donc il y a tout un mécanisme de sélection qui va faire que le réseau va pouvoir évoluer vers toujours plus de performance. Hein, donc là, on est vraiment dans l'approche totalement contemporaine des entreprises. Les entreprises recherchent de plus en plus des partenariats stratégiques, des alliances stratégiques avec leurs concurrents, avec leurs fournisseurs, avec leurs distributeurs. Hein, bref, les entreprises essayent de limiter au maximum les relations concurrentielles. Hein, et ça, c'est une grande nouveauté du capitalisme du XXIe siècle. Donc, firme réseau ou entreprise réseau, nouveau type de fonctionnement et d'organisation des entreprises.